Ici à l'Assemblée nationale, nous rendrons hommage non seulement à tous les tirailleurs africains, mais également à l'illustre personnage qui est Félix Éboué, compagnon de libération du général de Gaulle. Demain samedi, rendez-vous est donné au Sénat pour rendre toujours hommage à tous les tirailleurs africains et combattants de la France libre. Et enfin, le dimanche 8 novembre, de 10h30 à 11h30, une gerbe sera déposée sur la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe sur les Champs-Élysées. Nous souhaitons également réaliser un certain nombre d'œuvres, la création d'un musée et un mémorial pour les tirailleurs, pour que les générations futures puissent continuer à perpétuer ce cérémonial. Nous comptons sur vous, donc sur chacun de vous, pour réaliser ces projets. Je vais donc laisser la parole et introduire Madame Alternat pour qu'elle nous explique l'importance de cette commémoration, de cette reconnaissance envers ces martyrs de la République. Moi, je m'appelle Cara Soli, je suis journaliste, mais je suis persuadé comme vous que rien ne peut nous faire rater cette journée de souvenir. Et je demande donc à Madame Alternat de bien vouloir venir pour nous. Voilà. Je vous remercie. Merci Soli. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous voir ici parmi nous. Je ne vais pas prendre la parole parce que notre parrain, M. Bruno Leroux, qui est député, président du groupe socialiste, qui est notre parrain, qui nous a parrainés, a une séance. Donc, on va le laisser dire un mot et puis nous, on va continuer. Mais avant de lui donner la parole, j'aimerais qu'on se lève pour faire 1 minute de silence avec lui avant qu'il ne parte à la mémoire des tirailleurs. Merci. Je vous remercie. Je cède donc ma place au parrain avant. Merci. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Non, j'ai tellement l'habitude d'être là. Merci. Pour réunion du groupe que je vous laisse l'occuper. Merci. Je voudrais vous remercier d'abord pour les mots que vous venez de prononcer. Il y a des assemblées où on ne se laisse pas facilement qualifier de parrain. Ici, dans votre bouche, et compte tenu de ce qu'est l'objet de votre association, c'est un véritable plaisir que de parrainer pour la 2e fois maintenant la manifestation que vous faites ici dans la salle Colbert sous le portrait de Jaurès. J'espère que vous avez du plaisir à venir ici. Vous savez que ces dernières années, en France, est décidé, puisque je ne peux pas rester, de ne pas simplement faire un mot d'accueil, mais de vous dire aussi quelques mots sur ce que vous allez faire aujourd'hui, mais aussi l'ambiance du pays dans laquelle vous le faites aujourd'hui. Vous savez que ces dernières années, on s'interroge beaucoup dans notre pays, et je crois que ce n'est pas fini, sur ce qu'est l'identité de la France. Beaucoup de voix se font régulièrement entendre sur cette question, et il y a même eu une tentative, moi je la trouve un peu nauséabonde, mais de faire en sorte que ce débat devienne même un ministère à un moment, nous l'avons connu il y a quelques années, sous la forme d'un ministère de l'identité nationale, qui a d'ailleurs été supprimé très rapidement quand on a vu la façon dont cette question doit être une question au centre de nos réflexions, mais qu'elle ne peut pas être instrumentalisée au sein d'un ministère. Et derrière cette question, il y a toujours l'idée d'une forme en France d'âge pur de l'identité nationale, d'un avant qui serait homogène, plus homogène qu'aujourd'hui,
d'un avant qui serait cohérent, plus cohérent que celui que nous connaissons aujourd'hui, plus harmonieux que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et je pense qu'il s'agit là d'une vision idéologique qui ne correspond en rien à ce qu'est notre pays aujourd'hui et en rien à la façon dont il s'est bâti, qui est singulière. Mais la France a une histoire qui est singulière. Et les valeurs qui sont les siennes, la façon dont elle a pu les porter dans le monde, dont elle les porte aujourd'hui dans le monde, est elle-même singulière. Je fais référence parce qu'on peut trouver ce débat-là sur beaucoup de thèmes. Avant l'été, on a eu un débat sur les questions d'éducation et notamment sur le contenu des programmes scolaires. C'est assez amusant parce que certains s'offusquaient du contenu qui était à venir, qui était discuté, des programmes d'histoire notamment. Je ne vais pas y être trop long, mais la question portait notamment de savoir s'il fallait la place qu'il fallait laisser à l'histoire du monde, la place qu'il fallait laisser à l'histoire de la période coloniale de la France, à la connaissance des religions. Je ne vais pas ici développer, mais ces trois aspects sont absolument essentiels. L'histoire de la France est liée à l'histoire du monde. L'histoire de la France est liée à l'histoire coloniale. Et il faut en parler, l'assumer, y compris assumer la façon dont nous avons su sortir de cette histoire coloniale. La connaissance des religions, elle est essentielle pour un pays qui défend la laïcité. On peut vouloir ignorer les religions, ne pas en parler, quand on a une religion autour de laquelle on organise sa politique. Mais quand on est comme la France, un pays qui doit être ouvert à toutes les religions, il faut parler des religions. Elles ne sont en aucun cas un tabou. Elles doivent être, sans privilégier l'une d'entre elles et aucune d'entre elles, mais elles ont leur place dans le débat public et dans la façon dont s'organise notre pays. La France, vous savez, c'est un territoire aujourd'hui, mais ça a été un empire, c'est une langue, c'est une histoire plus ou moins glorieuse, plus ou moins sombre, qu'il faut assumer et reconnaître pour ce qu'elle est. Et puis c'est aussi une mémoire collective, la France. Une mémoire qu'il nous appartient de garder vivante et une mémoire qu'il nous appartient de transmettre. C'est en cela que ce que vous faites est particulièrement important. Parce que le souvenir de ce que vous honorez aujourd'hui, c'est en même temps une part de leur histoire, une part de l'histoire de l'Afrique, mais une part de l'histoire de France. Et tout est totalement mêlé. Et dans les débats que vous allez avoir cet été, vous êtes dans cette mission de transmission de l'histoire qui est aujourd'hui nécessaire. Cette mémoire, c'est celle du sang versé et du sang mêlé sur les champs de bataille des deux derniers conflits mondiaux qui ont traversé le XXe siècle. Près de 100 000 tués ou disparus lors de la Première Guerre mondiale. Près de 60 000 Africains tués ou disparus lors de la Seconde Guerre mondiale. La mémoire des soldats morts au combat et celle des anciens combattants que vous allez honorer aujourd'hui, que vous honorez aujourd'hui, fait partie prenante de la mémoire française et partant de là, de notre identité nationale. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait hier, indépendamment de ce qu'était leur couleur, leur origine, et ce sont eux qui ont fait ce que nous sommes, qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà ce que je suis simplement venu vous dire aujourd'hui. Les soldats que vous honorez, que vous représentez, ne peuvent pas être les oubliés de la nation. Les soldats que vous représentez ont contribué à rétablir la liberté et nos libertés. Les soldats que vous représentez méritent et mériteront demain encore les hommages de la République. Et donc c'est pour ça que je suis très très heureux de vous accueillir à l'Assemblée nationale, parce que quand on rend hommage à ceux qui se sont battus pour nous, et ceux qui ont pris toute leur part, qu'il ne doit pas être la petite part de l'histoire. Voilà. Je ne sais pas si on peut hiérarchiser, si on peut... Moi j'ai tendance à dire que quand il y a un engagement au nom de valeurs, quand il y a un engagement pour la liberté, quand il y a un engagement pour la République, on ne doit pas déterminer si le combat est grand ou petit. Tous les combats pour faire vivre la République et la liberté sont de grands combats. Et donc ce qu'ils ont mené, ce que vous honorez aujourd'hui, ces tirailleurs sénégalais, ce fut de grands combats. Merci. Je vais appeler les intervenants. On a un peu permuté les intervenants.
assez vite, s'il te plaît. Excusez-moi, je vais aller ouvrir la séance, mettre une cravate d'abord, permettre de en avoir un moment, et puis aller ouvrir la séance. Et la transmission, c'est très important. Il faut que les jeunes s'emparent de ce problème de mémoire. Donc, il a accepté et j'espère qu'il va continuer avec nous. Et j'ai foi et je crois que la jeunesse, c'est à nous de porter ce message et de le transmettre. Demain, nous serons au Sénat, comme vous a dit M. Sori Kara, pareil, de 14h à 17h30. Pour ceux qui n'ont pas pu venir ni à l'Assemblée ni au Sénat, le dimanche, de 10h30 à 11h30, nous sommes sous l'Arc de Triomphe. Et une fois de plus nous serons nombreux, plus le message passera. Donc je vous invite à venir dimanche, quels que soient vos programmes, c'est 1 heure la cérémonie du dépôt de la gerbe. Venez avec les amis, venez avec la famille, avec les drapeaux, pour montrer que le sacrifice de ces tirailleurs n'est pas tombé dans l'oubli. Merci beaucoup. On va commencer, on a pris beaucoup de retard, donc je vais demander aux intervenants d'être brefs, 7 minutes. On va commencer par le général Lang. Merci beaucoup. Général. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Bonjour. Je suis le général Lang, donc, et je viens à un triple titre ici. D'abord, je suis envoyé par l'Académie des sciences d'outre-mer, où j'ai été élu en juin dernier, car évidemment, l'Académie des sciences d'outre-mer ne peut pas se désintéresser des travaux des Mariannes de la République, puisque on y parle en permanence de tirailleurs, de souvenirs, de mémoire. Donc à ce titre, le président et le secrétaire perpétuel m'ont demandé de représenter ce que je fais bien volontiers. Deuxième titre, bien, j'ai passé 40 ans de ma vie au sein des troupes de marine, dont je vais vous expliquer qu'elles ont précédé les troupes coloniales à laquelle appartenaient les tirailleurs sénégalais. Sénégalais, une fois pour toutes, c'est le terme générique pour dire les tirailleurs d'Afrique noire. Ensuite, troisième titre, eh bien, pendant 7 ans, j'ai été président de la Fédération nationale des anciens d'outre-mer et anciens combattants des troupes de marine, qui s'est particulièrement occupé d'une affaire dont je vais vous parler un petit peu plus longuement, qui s'appelle la décristallisation des pensions de nos frères d'armes africains, maghrébins, malgaches, comoriens, somalis, indochinois, etc. Donc, très rapidement, puisque je n'ai que 7 minutes, je vais vous brosser un petit tableau des relations qu'il y a toujours eu entre les militaires d'origine gauloise, on va dire comme ça, et les militaires d'origine africaine, et vous parler très rapidement de la décristallisation de leur retraite et de leur pension. Alors vous le savez certainement, tous les tirailleurs, à l'exception notable des tirailleurs maghrébins, appartenaient aux troupes coloniales. Ces troupes coloniales sont devenues en 1958-60 progressivement les troupes de marine, car le mot colonial n'avait plus bonne presse après la décolonisation amorcée par le général de Gaulle, et c'était à l'époque politiquement pas très correct de conserver le mot colonial, donc nous avons repris l'appellation que nous avait donnée Richelieu en 1622, pas hier, c'est une vieille histoire, ça va faire bientôt 4 siècles, les troupes de marine. Mais ces changements d'appellation n'ont pas du tout altéré les liens de camaraderie entre les personnels des troupes de la marine et leurs frères d'armes qu'ils viennent d'Afrique noire, d'Afrique maghrébine et de toutes les anciennes colonies françaises. En effet, les liens ont persisté à 2 niveaux. Les liens ont persisté d'abord au niveau des anciens combattants, avec de nombreuses relations entre les anciens combattants français et les anciens combattants africains. Et deuxième niveau, celui des militaires en activité, puisque dès les indépendances, de jeunes armées africaines se sont créées, et que ce sont les troupes de marine, en grande partie, qui ont servi un peu de grands frères pour la mise sur pied de ces armées qui partaient de zéro et qu'il fallait bien amener le plus rapidement à un niveau opérationnel important. Malgré tout, les relations entre les Africains, les anciens combattants africains et la France étaient perturbées
et ont été perturbés longtemps par la question de la décristallisation des retraites et des pensions. En effet, à partir de 1990, beaucoup de voix s'élevèrent dans les rangs des Français, des anciens combattants ou des militaires d'actifs, pour dénoncer cette injustice dont étaient victimes les Africains. En effet, je le dirai un peu plus tard, les Africains, en gros, percevaient 25% de ce que percevait un ancien combattant d'origine française métropolitaine, ce qui était parfaitement anormal. Donc, un mouvement s'est créé et il a débouché sur la création d'un Conseil national pour les droits des anciens combattants d'outre-mer de l'armée française. C'est très long, mais c'est pour éviter, de dire tirailleurs, parce qu'il n'y avait pas que des tirailleurs, il y avait des goumiers, il y avait des spahis, il y avait des tas de gens qui n'étaient pas tirailleurs au sens militaire du terme. Et deuxièmement, on n'a pas voulu dire ancien de la coloniale, parce que, pour le faire tout à l'heure, à l'époque, c'était pas très clair. Donc on a créé un conseil dont d'emblée la priorité était d'améliorer le sort des anciens combattants africains. Ce conseil a eu des présidents d'honneur tout à fait prestigieux, puisque M. Léopold Sédar Senghor était premier président d'honneur, M. Philippe Séguin, qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale, en était le second, et M. Jean-François Degnaud était le troisième. Ce conseil a été mis sur pied par la Fédération nationale des anciens d'outre-mer et anciens combattants des troupes marines, dont vous avez déjà parlé, puisque j'en ai été président, et successivement, mes deux prédécesseurs, le général Lemoine, puis le général Le Pichon, et enfin moi-même, nous avons tout fait pour que ce conseil vive, existe, et qu'il aboutisse à ses objectifs. Quels étaient les objectifs de ce conseil? Le premier objectif, c'était par nature de faire en sorte que la décristallisation des pensions soit effective et qu'il y ait égalité de traitement entre les Africains et les métropolitains. C'était une question financière, certainement, bien sûr, on ne va pas le nier, mais c'était aussi une question morale. C'était une question de reconnaissance de ce qu'avaient fait nos frères d'armes africains pour notre pays à un moment où il était dans de grandes difficultés. Donc, bien sûr, encore une fois, je le redis, il ne faut pas gommer l'aspect financier, il était quand même important, mais c'était aussi un aspect moral. La deuxième mission que s'est donnée ce Conseil national, puisque les choses de décristallisation ne débouchaient pas, il a créé un fonds d'aide immédiate qui servait à envoyer des petites sommes d'argent à des gens qui, en Afrique, en avaient vraiment besoin. Comment ça se passait? Les offices nationaux d'anciens combattants produisaient une liste. Cette liste était étudiée en commission et on envoyait à l'attaché de défense français un chèque pour payer ces gens-là. Et encore une fois, c'est des petites sommes, mais à l'échelon de l'Afrique, c'était des sommes quand même relativement importantes. Il faut savoir qu'on a distribué jusqu'à 30 000 € par an sous forme de ces petits subsides. Et ces fonds venaient des anciens combattants français. J'ai oublié de dire que tous les anciens combattants, presque 700 000 qui étaient dans le Conseil national, faisaient tout pour améliorer le sort de leurs camarades africains. Enfin, la troisième mission, c'était de perpétuer la mémoire des hauts faits d'armes des tirailleurs par des cérémonies, par des livres, par des expositions, par des conférences, etc. Chose que nous avons fait inlassablement et que nous continuons à faire. Chaque année, il y a des cérémonies à Chasselet-Montlusin, il y a des cérémonies à Cresson-Sac-d'Amboise, il y a des cérémonies un peu partout pour saluer la mémoire de nos frères d'armes africains. Alors, en deux mots, j'ai pas le temps, Madame la Présidente. J'ai fini. Bon, okay. En deux mots, la décristallisation, comment ça s'est passé? D'abord, qu'est-ce que c'est la décristallisation? Au moment des indépendances, il a été décidé que le niveau des retraites et des pensions serait gelé, cristallisé, au niveau où il était. Et il n'a plus évolué dans le temps. Alors évidemment, le pouvoir d'achat a considérablement baissé au fur et à mesure que les années passaient, si bien que, comme je vous l'ai dit, 25% seulement étaient attribués à nos camarades africains, alors qu'un Gaulois avait 100%. La deuxième effet de la cristallisation, ça s'appelle la forclusion, c'est un mot un peu technique. Ça veut dire qu'on a arrêté de permettre aux gens de s'inscrire sur les listes d'anciens combattants et on a arrêté de reconsidérer leur niveau de santé
bien sûr, celui qui avait été blessé, sa santé s'aggravait, mais la France ne voulait pas en entendre parler. Il était blessé, une fois, il avait une pension de, mettons, 30%, mais il restait à 30% toute sa vie, quelle que soit l'évolution de sa maladie ou de sa blessure. Donc, on a tout fait pour faire en sorte que cette décristallisation soit effective. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer comment ça s'est passé, mais ça s'est fait en fait petit à petit. Jusque les années 2000, pratiquement rien n'a bougé. Et en 2002, M. Jospin a dit qu'il fallait, pour une question d'égalité, aligner les pensions des Africains sur ce que touchaient les Français métropolitains. Il l'a dit, mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas eu le temps parce que le gouvernement a changé. Ensuite, en 2002, M. Mekachera a dit qu'on allait réévaluer ces pensions en tenant compte du pouvoir d'achat des différents pays. On a pris un indice fourni par l'ONU et on a multiplié ce que touchaient ces tirailleurs par l'indice pour chaque pays. Et on est passé, ne riez pas, de 25 à 30%, ce qui était ridicule. Qui était ridicule, oui, mais qui permettait pour la première fois de déverrouiller le système. C'était la première avancée. Et à partir de là, petit à petit, les choses se sont enchaînées. Elles se sont enchaînées suite à différentes actions en justice, suite à différentes actions des anciens combattants français, dont l'une a été de saisir la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui avait été créée par le président Chirac, la saisir pour lui faire dire que c'était parfaitement normal ce que cette haute autorité a dit. Et un autre événement, tout à fait d'un autre ordre, médiatique, la sortie du film Indigène, qui a créé en France un mouvement d'opinion qui a fait que le président Chirac, et peut-être bien sa femme, lui a dit qu'il faudrait faire quelque chose pour eux, ce qui a été fait, et on a décristallisé tout ce qui était relatif aux actions de combat, c'est-à-dire la retraite du combattant et les pensions de l'invalidité si elles avaient été le résultat d'une blessure au combat. Je passe, il y a eu beaucoup d'actions, et tout à fait à la fin, a été créée au Conseil constitutionnel une séance particulière qui s'appelait les questions prioritaires de constitutionnalité. Et là, les anciens combattants français ont porté la question de la constitutionnalité de cette cristallisation qui, bien évidemment, a été déclarée inconstitutionnelle, si bien qu'à partir de 2011, toutes les pensions, les retraites et les pensions de retraite normales pour ceux qui avaient travaillé pendant 15 ans pour l'armée française ont été décristallisées. Et à partir de 2011, un Burkinabé, un Sénégalais, un Malien a touché la même chose que le gars qui venait de la Moselle, de la Creuse ou du Finistère. Donc depuis 2011, ça a été fait. J'ai épuisé mon temps de parole, je voudrais quand même conclure sur 3 points. Le premier, c'est pour vous dire que, comme l'a dit monsieur le député Leroux, il faut assumer notre passé. Il n'a pas été glorieux, il n'était pas très glorieux d'empêcher les gens de toucher ce qu'ils devaient. Eh bien, on assume, et petit à petit, les choses sont faites, malheureusement lentement. Malheureusement, beaucoup des ayants droit, c'est-à-dire ceux qui auraient dû toucher, avaient quitté cette terre, venus auprès de Dieu ou d'Allah, et ils n'ont pas pu bénéficier. Mais les familles, les veuves, etc., ont pu malgré tout, dans la mesure des lois françaises, bien sûr, toucher un petit peu d'argent. Donc ma première conclusion, c'est que il faut assumer ça, et il faut surtout aussi dire que, au-delà de l'aspect financier dont je n'arrête pas de parler, c'est l'aspect moral qui est intervenu. Quand ils touchaient 25%, les Africains disaient, bon, en fait, oui, les Français, vous êtes gentils, mais il fallait 4 vies africaines pour faire une vie française. C'est comme ça que vous raisonnez, puisque vous nous donnez 25%. Donc ça a disparu, et je crois que c'est un bien. Deuxième conclusion que je voudrais tirer, c'est l'action du monde combattant et des troupes de marine. Ils n'ont pas été les seuls à s'occuper de décristallisation. Loin de moi l'idée que d'autres n'ont pas travaillé dans des associations d'Africains vivant en France, etc. Mais je crois que le monde combattant, pardonnez-moi cette expression familière, a mouillé la chemise pour ses frères d'armes africains. Et ça, c'est pas connu, et je voudrais le souligner aujourd'hui,
Alors, encore une fois, je ne dis pas que nous avons emporté le morceau. Je vous citerai la phrase qu'a citée Joffre à la fin de la bataille de la Marne. À la fin de la bataille de la Marne, on a dit, mais c'est pas Joffre qui a gagné la bataille, c'est Gallieni avec ses taxis, etc. Et Joffre a dit la chose suivante: je ne sais pas qui a gagné la bataille de la Marne, mais je sais qui l'aurait très certainement perdu. Je ne sais pas qui a obtenu la décristallisation des pensions, mais je sais qui aurait perdu ce combat. Ce sont les anciens combattants français qui ont tout fait pour y arriver. Enfin, dernier point, malgré la décristallisation des pensions, nous avons continué à pratiquer ce qu'on appelle l'aide immédiate, c'est-à-dire que chaque année, encore une fois, des sommes d'argent sont rassemblées et on envoie ça à nos attachés de défense à destination des Africains qui en ont besoin. Alors qui c'est les Africains qui en ont besoin? Plus trop ceux qui touchent maintenant comme les Français, au contraire, ceux-là, par rapport à leurs camarades, ils sont même nantis, je dirais. Bon. Mais c'est tous ceux qui n'entrent pas bien dans le système, tous ceux à qui il manquait, vous savez, l'affaire des limites, il lui manquait 15 jours pour avoir droit à ceci, il n'avait pas 15 jours, il n'avait pas 15 jours, mais il n'aura pas. Hein, c'est la règle, on n'y peut rien, c'est pareil pour tout le monde. Eh bien, on s'occupe de ces gens-là, on s'occupe des veuves, on s'occupe des veuves à l'africaine, celles qui n'ont pas de lien juridique établi avec le gars qui a été un ancien combattant, mais qui ont passé toute leur vie et qui leur ont donné des enfants. On s'occupe de ces gens-là. Et on s'en occupe non plus en envoyant de l'argent directement, mais en faisant en sorte que les attachés de défense leur donnent soit des vivres, soit des médicaments, parce que vous savez, en Afrique, la sécurité sociale n'est pas malheureusement ce qu'elle est en France, et que dès qu'on tombe malade, ça coûte cher, hein, et on ne peut pas faire face à la maladie dans les mêmes conditions que chez nous. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai peut-être été un peu long, Madame la Présidente, mais je suis persuadé que ces liens entre les anciens combattants français et les anciens combattants africains qui se sont établis sur les champs de bataille, qui se sont établis dans le sang, sont des choses normales, vivantes et qu'il faut continuer à entretenir. Voilà, merci. C'est quelque chose de très très douloureux. J'ai même pas voulu en parler parce que je l'ai fait. C'est très très douloureux. On ne peut pas comprendre comment on a enrôlé des gens, et pour la plupart de force, parce que c'était pas plutôt volontaire, et qu'une fois que ces gens ont arrêté de servir, je n'ai pas compris ce que De Gaulle a fait. Il a été très bien jusqu'au début. Quand la France a été par terre, la France a été humiliée. C'est en Afrique qu'elle est partie et qu'elle a enrôlé toutes ces personnes-là. Et c'est grâce à l'Afrique, c'est grâce au sang de nos ancêtres, c'est grâce au sang de nos ascendants que la France a pu se révéler et que la France fait partie des grands d'aujourd'hui. Et qu'après, parce que ces pays ont demandé l'indépendance, ce qui était somme toute normal, parce que vous ne pouvez pas aider quelqu'un à avoir son indépendance et vous restez colonisé. Alors une fois que les gens demandent l'indépendance parce qu'ils ont aidé le colon d'hier à ne pas être sous domination, lorsqu'ils demandent l'indépendance, que dit De Gaulle? Ah non, ah ben si vous demandez l'indépendance, donc là, tous ceux qui nous ont servi, c'est comme on dit, comment se fait-il que les gens sont français parce qu'ils servent la France? Ils perdent leur vie, ils versent leur sang. Tous ceux qui sont allés à la guerre ont sacrifié leur famille. Ça veut dire que les enfants ont peut-être été délinquants parce que toute la charge de la famille, plus personne n'a pu le suivre. Ces familles n'ont pas eu de pension de guerre. Et à partir de l'indépendance des années 60, on coupe les pensions parce qu'on n'est plus français. Est-ce qu'on est français temporairement? C'est quoi? C'est un ticket de tombola? Il y a quelque chose où on est français à vie, on n'est pas français. Surtout quelqu'un qui a versé son sang pour la France. Tout le monde s'accorde à dire que ces Africains, comme je disais, on est français dans les gènes. C'est génétique chez nous d'aimer la France. Donc, on sait qu'on aime la France plus que le français. Quand on demande à être français, on peut être français sans l'être, parce qu'on est né français. Mais ça ne veut pas pour autant qu'on va aimer la France. Mais quand on demande à être français, c'est qu'on aime ce pays-là. Donc, on ne peut pas comprendre comment les gens peuvent verser leur sang pour un pays, sacrifier leur famille, et qu'après, la moindre, juste la simple prestation, c'est-à-dire qu'on a blanchi
l'armée française, quand elle est arrivée pour la victoire, on s'en fout, à la limite, que ce soit que des blancs qui vont, c'est pas ça le problème. Mais dire que tous ces gens qui ont été au combat, et ils sont restés au combat, souvent, la France a déclaré la guerre en 1939, ces gens sont restés au combat des fois jusqu'en 1945. Des jeunes qu'on connaît à 17 ans, ça fait 6 ans, sans relâche. Ce n'est pas aller 6 mois et revenir chez soi. Et après, on ne leur donne rien. On les renvoie chez eux. Et là, par exemple, le cas de la Guinée, parce que Sékou Touré avait refusé de s'allier, de rester avait demandé de rester libre. Tout de suite, ces gens ne sont ni français, ni guinéens. Et ça dure comme ça, il a fallu pas 50 ans. Merci, 70 ans. merci Pour pour la ça. fin. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est à nous, descendants de ces tirailleurs, de ces héros, dont nous, de la diaspora, parce que c'est nous, Français, d'origine africaine, c'est à nous de nous battre pour que la justice soit rendue. Il faut que justice soit rendue, parce que il n'y a pas de raison. Non seulement on a cristallisé les pensions, en plus, leurs petits-enfants n'ont même plus les visas pour rentrer. Ce sont encore leurs petits-enfants qui meurent dans en mer, en Méditerranée. En France. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, il y a un moment où il faut qu'on dise stop et que soit qu'on constitue une délégation, j'en sais rien, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour que ça change. Donc, effectivement, si on ne demande rien, la décristallisation, c'est parce que quelqu'un a porté plainte, mais bon, il a fallu quoi, 2007 pour que ça se fasse, et 2007 pour quelque chose qui a été cristallisé. Avec qui nous avons partagé tant de bonnes choses, comme tant de choses aussi difficiles. Je voudrais une fois de plus la remercier d'être encore aujourd'hui, à 77 ans, présente parmi vous. Je tiens d'abord à dire à beaucoup de mes sœurs, parce que je vous appelle mes sœurs. Mon mari étant africain, je suis née à la Martinique, que j'ai laissée très jeune, et je tiens encore à dire combien ce pays si près et si lointain, en même temps m'a apporté tant de joie, tant de bonheur et tant de réussite. Et je n'arrête pas jour et nuit d'y penser combien ce pays me tient à cœur malgré l'éloignement. Et l'émotion chez moi est toujours palpable. Mon cœur est dans ce pays que j'ai laissé depuis pas mal de temps. Mais mon sang y est. Et je tiens devant toute cette assemblée de mes chères sœurs de leur dire combien je les aime. Combien ce pays m'est cher. Et je vous assure, l'émotion à chaque fois me gagne. Vous aimez aussi, Étienne. Je tiens encore ce soir à vous dire que je vous aime de tout mon cœur. Merci. Et pour moi, l'identité de peuple résulte aussi à sa capacité de bien s'approprier sa propre culture, avant de chercher à en adopter d'autres. Je crois qu'à mon âge, c'est très important. Donc, je vais vous lire un petit poème qui s'appelle Épilogue. Et pour moi, ça s'appelle Conscience. Ils ont dit, ne dis pas que les temps anciens, c'est du passé. Car les temps nouveaux prennent racine de là-bas, croient le fermement jeune homme. Ils ont dit, les gens d'aujourd'hui ressemblent à des arbres dépourvus de racines. Et la jeunesse à l'instant présent est comme un fruit sans noyau. Retiens-le bien à ça, ma fille. Ils ont dit. L'éducation
l'expression n'a pas été reçue en héritage. Pas un homme ou une femme ne peut être aucunement transmise comme legs à la progéniture de celui ou de celle-là. Acceptez donc cet enseignement filles et fils d'Afrique. Ils ont dit, les temps anciens ne sont jamais révolus, car l'identité d'un peuple résulte aussi de sa capacité à bien s'approprier sa propre culture avant de chercher à en adopter d'autres. Donc je vais vous réciter ce poème dédié à toutes les femmes noires présentes dans la salle. Oh, quel beau cadeau! Femme nue, femme noire, es-tu de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté? J'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voilà, au cœur de l'été et de midi, je te découvre. Terre promise, du haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombre extase du vin noir. Bouche qui fait lyrique, ma bouche. Savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses. Fervente du bandès, tam-tam sculpté, tam-tam tendu, qui gronde sous les doigts du vainqueur. La voix grave de contralto est un chant spirituel de l'aîné. Femme nue, femme obscure, l'huile que ne ride ni souffle, l'huile calme au flanc de la plaine au fond des princes du Mali. Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sous la nuit de ta peau. Délices des yeux de l'esprit, les reflets de l'or rouge sous ta peau sont noirs. À l'ombre de ta chevelure s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme qui fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise ensemble pour nourrir les racines de la vie. Merci. 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 Allez sensibiliser, leur dire voilà, nous voulons voir, il y a un truc, est-ce que voilà, parce que les lois se votent ici. Donc si on sensibilise les parlementaires, les députés, les sénateurs à ce problème, peut-être que les choses vont évoluer. Donc, mais il faut le faire. Il ne suffit pas de le dire ici et après on disparaît. Non, il faut le faire. Voilà. Ça fait 8 ans que nous faisons cette commémoration parce que nous nous sommes dit, mais si eux ils n'ont rien fait, nous-mêmes on a fait quoi? Et puis on a commencé et je ne savais même pas qu'on pouvait tenir 8 ans. Après, nous sommes toujours là, donc ça veut dire qu'en sensibilisant les gens, ils y adhèrent. Tout le monde aime la justice, hein. Tout le monde. Je ne vois pas quel homme politique ne sera pas sensible à ce dossier. Professeur, un dernier mot et après on se lève pour la photo de famille. Écoutez, dont acte de tous les engagements qui ont été abordés ici ou là. Et le mot clé, effectivement, c'est l'action. Et effectivement, je suis d'accord avec Fatima Binaraka, effectivement, il faut, et vous aussi, puisqu'il faut absolument donner une suite. Il faut qu'il y ait une suite et il faut qu'il y ait une action concrète derrière tout ça.
Évidemment, cette rencontre est une étape. Ce sont des étapes. Les rencontres comme ça, ce sont des étapes. Et on a besoin de ces rencontres. Et je tiens à vous remercier absolument. Remercier toutes les associations qui ont participé à cette organisation. Il faudra multiplier ça et montrer qu'effectivement, cette France-là, elle est plurielle. Et que cette France d'aujourd'hui, ça a été la France qui a été bâtie, construite par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Merci. Et je vous remercie d'être là, d'avoir assisté jusqu'au bout. La salle n'est pas pleine, mais vraiment, on avait le meilleur. Et le cœur était plein. La preuve, on a eu droit aux larmes, on a eu droit aux déclarations d'amour. Donc, ça veut dire que c'était génial. Donc, on remet ça demain. Et surtout dimanche, n'oubliez pas, venez avec des drapeaux. Venez sous l'Arc de Triomphe à 10h30. C'est 1 heure. Vraiment, c'est pas beaucoup. Amener du monde. Avec les enfants et les petits-enfants. Absolument, parce que nous préparons la transmission. J'aimerais saluer une grande dame panafricaine qui est dans la salle, qu'on ne présente plus. Elle a toujours été là de tous les combats. Elle a disparu il y a quelque temps parce qu'elle avait voyagé. Mais ne vous posez pas des questions. Elle est de retour, Madame Paulette Correa, que je demande qu'on applaudisse. Merci Paulette. On va se lever et on va chanter la Marseillaise. Et après, vous viendrez ici pour la photo de famille. Merci. Un dernier merci à notre parrain, M. Bruno Leroux, qui nous a toujours accueillis avec gentillesse et sympathie. dimanche 8 novembre, c'est la commémoration de la mémoire des tirailleurs africains. Ici, à l'Arc de Triomphe. Ici repose un soldat français mort pour la patrie. 1914-1918.
Ben, mets-toi quelque part, je te prends en photo. Oui, je pense que voilà, vous me donnez votre carte. Est-ce que vous auriez un stylo Tout le monde aura sa photo parce que c'est des souvenirs. Non, Marie-Teresa, princesse. Vous voulez prendre la photo avec qui? Avec tout le monde. Avec tout le monde. D'abord, je vous prends seul, et puis après, avec les autres. Je vous mets mon adresse mail aussi? Oui. Oui. Allez. Merci. Et puis le drapeau du Maroc en évidence. Oui, il est dans mon cœur. Voilà. Voilà. Allez, on regarde la photo. Oui. Encore une. Tout le monde. Voilà, super. Donc, attends. Attendez. Je suis en train de faire un truc. Allez, vous Madame la princesse, bonjour. Ça va? Ah, c'est la présidente, ça. J'attends. C'est la présidente. Sénégal, Maroc. Oui, vous êtes avec moi et D'accord. La princesse, elle reste là. Je suis en train de travailler. On bouge plus après. Hein. Quand la cérémonie commence, on bouge plus. Hein. Ah, vous ne voulez... Ah oui, moi je veux prendre une photo On avec bouge vous. plus après. Hein? Moi je veux prendre une photo avec vous. Voilà. Oui, on est à l'arc de triomphe. On a fait la MC. Bonjour madame. Je vous remonte un peu. Allez-y, regardez. Allez-y. Oui, il y a quelqu'un d'autre que je dois chercher. Ah, c'est toi qui cherches. Vous allez avancer toutes les deux. Toutes les deux comme ça. Regardez. Vous avancez. Et la dame qui est à droite là, le pied à droite.
c'est juste pour leur faire face en face. Hein? Donc comme la dame elle est de ce côté-là, voilà. Quand vous allez toutes les deux, vous allez lever. Verbe déposé par la présidente de la Fédération des Mariannes de la République. La présidente, elle suivait. Mesdames, mettez-vous à côté. Laissez un peu de place. Voilà. Et on s'incline. Les mesdames. Venez là. Et vous mettez là devant. Mettez-vous devant. Vous alignez devant, la demoiselle à côté.
dimanche 8 novembre, c'est la commémoration de la mémoire des tirailleurs africains. Ici, à l'Arc de Triomphe. Ici repose un soldat français mort pour la patrie. 1914-1918.